On vous le dit depuis ce matin, dans les zones occupées par les Russes. Sur l'ensemble du front, cette armée a déclaré hier avoir réussi à chasser l'ennemi sur plus de 20 localités. Des Ukrainiens qui continuent d'ailleurs de revendiquer ces nouveaux succès. Images et vidéos à la pluie, mise en scène aussi. Regardez ce sujet signé Lucille de Villers. Ces soldats ukrainiens pénètrent dans la ville de Balaklia, tombée aux mains des Russes au mois de mars. Des civils les accueillent par des applaudissements. Certains se mettent à genoux à leur passage. D'autres embrassent dans un moment d'espoir leur libérateur. Dans la région d'Izium à l'est, les militaires sont accueillis en héros, acclamés par la population qui vivait depuis des mois dans des zones occupées par les Russes. Ces hommes n'y auraient jamais cru il y a encore quelques semaines. Je n'arrive toujours pas à y croire. Les Russes sont partis et nous sortons enfin de cet enfer. D'un seul coup, ils ont commencé à hurler, à se mettre à courir dans tous les sens. Ils ont grimpé dans leur véhicule et ont filé. Les Ukrainiens chassent les Russes et leurs symboles, comme ce drapeau qu'ils ont laissé derrière eux. Vive l'Ukraine! En témoigne aussi ce matériel abandonné, de nombreuses armes, des tas de munitions. En tout, les Ukrainiens assurent avoir repris 8000 km² de terrain. De leur côté, les Russes ont annoncé qu'ils allaient bombarder les villages libérés. Plusieurs centrales électriques ont déjà été touchées, comme une mise en garde à l'armée ukrainienne. On parle de plus en plus de percées, de véritables succès également. Quels sont les secrets, Laura Pouget, de ces spectaculaires contre-attaques ukrainiennes ? Il y a bien sûr l'appui des armes envoyées par les Occidentaux. Il y a aussi la faillite du renseignement russe qui n'a pas su anticiper cette contre-offensive à l'Est. Il y a enfin la démoralisation de l'armée russe qui donne le sentiment parfois de ne pas savoir pourquoi elle se bat. Oui, mais il y a aussi à porter au crédit des Ukrainiens eux-mêmes leur stratégie militaire, connue sous le nom de stratégie de l'avancée en pointe, et que nos confrères du Parisien ont d'ailleurs détaillé dans leur colonne ce matin. Explication en dessin. En fait, les Ukrainiens disposent de bons relais de renseignement de la part des populations locales, ce qui leur permet d'envoyer des blindés légers en éclaireurs, ensuite rejoints par les chars et par les véhicules d'artillerie lourde. La pointe s'élargit alors, les Russes sont en déroute, sont dépassés, ce qui explique qu'ils prennent souvent la fuite, vous l'avez remarqué, depuis le début de cette contre-offensive éclair ukrainienne. Avec toutefois, Laura, des risques. Évidemment, toute contre-offensive comporte des risques, toute stratégie. En fait, là, si l'avancée va trop vite, eh bien, les éclaireurs, les blindés légers se trouvent séparés du gros des troupes et des véhicules d'artillerie lourde qui ne peuvent pas les rejoindre, laissant ainsi les Russes prendre à revers ces éclaireurs, d'où l'intérêt de toujours bien s'organiser, de ne pas se laisser gagner par l'euphorie non plus. Quant à l'armée russe, oui, pour l'instant, elle est désorganisée, mais elle pourrait réfléchir, se réorganiser, trouver la parade. Personne ne peut dire à ce stade jusqu'où ira cette contre-offensive ukrainienne. Merci beaucoup, Laura Pouget. Avec nous, le colonel Pierre de Jong, merci d'être avec nous. Tactique, bien évidemment, elle est essentielle, mais revenons quelques instants sur cette opération coup de poing des troupes ukrainiennes. Et puis surtout, vous l'avez vu, ces images des chars éventrés, certains quasi intacts et abandonnés, et des centaines de caisses de munitions laissées là aussi. Et bien évidemment, les Ukrainiens, à juste titre, s'en servent. Écoutez, les Ukrainiens aujourd'hui pratiquent à merveille l'art de la guerre. En fait, les principes de la guerre, c'est 3 principes, les principes de Foch. Le premier, c'est l'économie des moyens. Rappelez-vous, à Sévérodonetsk, quand les Ukrainiens ont reculé pour préserver leurs hommes, ils n'ont pas fait à Mariupol parce qu'ils n'ont pas pu, mais à Sévérodonetsk, ils l'ont fait à de très nombreuses reprises. Ils ont reculé. Premier point, économie des moyens. Deuxième point, concentration des forces, comme on vient de le voir à l'instant, c'est qu'en fait, ils ont de très bons renseignements, ils attaquent là où, globalement, les Russes sont faibles, et puis liberté d'action, ils attaquent parfaitement là où ils veulent. Donc, en fait, grâce aux renseignements américains, bien évidemment grâce à l'armement américain, mais aussi grâce à leur tactique, à leur technique, qui est une technique extrêmement élaborée, en fait, ils attaquent là où l'ennemi est faible. En fait, ils ont un double rapport de force favorable, localement sur l'ensemble du front grâce aux armements américains et localement sur les tranchées, sur les emplacements, je dirais, russes, parce qu'en fait, ils arrivent à l'instant T, à un endroit donné, si vous voulez, à avoir un rapport de force favorable. Et ça, c'est vraiment un travail de renseignement, mais aussi un travail de préparation, de concentration et bien évidemment d'allant. Parce qu'en finale, si vous voulez, le point fort des Ukrainiens aujourd'hui, c'est l'allant, c'est leur motivation. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens percent sans problème le front russe.
colonel et le général Chauvency, je voudrais qu'on revienne sur ces images quand même incroyables. On a l'impression qu'on est dans des zones de stockage de Russes, ou en tout cas d'équipements blindés. Les Russes n'ont à ce point rien vu venir que d'abandonner des dizaines et des dizaines de chars. Et vous savez, quand une armée est mal commandée, elle a beau avoir une quantité impressionnante de matériel, ce qui est le cas de la Russie, qui, encore une fois, est une grande puissance militaire, donc a beaucoup de matériel, mais son problème, c'est l'emploi, c'est le soutien. On voit bien que depuis plusieurs semaines, on a beaucoup de reportages sur les conditions dans lesquelles vivent les hommes. Ben, si vous voulez, les hommes plus le matériel, c'est les mêmes contraintes, les mêmes contingences, et dès que ça se passe mal, ben, c'est la débandade. Et là, on est en 1939, 1940. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, les Russes, c'est la poudre d'escampette quelque part. Et ça, c'est la grande surprise d'aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent avoir des missiles stratégiques, des missiles balistiques, etc. Mais en finale, sur le terrain, c'est le cœur des hommes qui va conquérir l'Ukraine. Et c'est comme ça que l'Ukraine probablement arrivera à résoudre ce conflit. Colonel Pierre de Jong et Michel Goya disaient hier, notamment dans Libé, on ne peut plus exclure une reprise totale du territoire. Vous en pensez quoi? Vous, on parlait de plus de 6000 km² repris. Il y a encore d'autres localités où les Russes sont présents, hein, notamment dans le Donbass. Alors, je serais très prudent, bien évidemment, sur les conclusions et sur la fin de cette guerre. Mais vous savez, les militaires appellent ça, les militaires appellent ça, si vous voulez, c'est un petit peu la baignoire qui est en train de se vider. C'est tout le problème. Une fois que vous avez ouvert le siphon, ben, l'eau est en train de partir. Et aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien que surtout dans le nord, on voit bien que les Russes n'ont pas de position préparée à l'avance. Et donc, le problème, sur quoi s'appuyer? Vous savez, quand vous voyez les surfaces, justement, l'image qu'on voit à l'instant est formidable. On voit bien qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de mouvement de terrain. On est sur des grands espaces. Donc, le problème, les Russes, s'ils veulent tenir, il faut qu'ils reculent de plusieurs centaines de kilomètres et s'installer sur des positions préparées à l'avance. Donc, encore une fois, on ne peut pas savoir ce que vont faire les Russes. Moi, je me méfie beaucoup d'un retour de balancier, comme on dit, parce que Poutine a démontré au fil des semaines, au fil des mois, qu'il était capable de tout dire, de tout faire. Mais encore une fois, aujourd'hui, si vous voulez, tactiquement sur le terrain, bien évidemment, les Ukrainiens prennent l'avantage. Et ça, c'est une valeur extrêmement sûre dans les conflits. Merci, restez avec nous bien évidemment. Une prudence d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, qui est partagée avec le département d'État américain. Sylvia Micone, on s'est arrêté. On a vu toutes ces images, tout ce matériel russe, quasi intact parfois, ces caisses de munitions qui ne demandent qu'à se servir. Et c'est ce que font d'ailleurs les militaires ukrainiens. Qu'est-ce qui les abandonne, les troupes russes, sur le terrain? On va le voir. En tout cas, le Kiev Independent détaille tout cela dans une enquête. Et on se retrouve un peu dans la même situation que lorsque les Russes avaient quitté avec précipitation les alentours de Kiev au début de la guerre. Ici, dans l'Est, dans l'oblast de Kharkiv, les Russes ont aussi laissé derrière eux des stocks de mines, de grenades, des roquettes portables, des chars et autres véhicules de combat, mais aussi des cartes et des documents qui seront minutieusement regardés par le renseignement. Des Russes pris par surprise alors que les Ukrainiens communiquaient massivement sur leur contre-offensive autour de Kherson. Kherson qui concentrait les meilleures troupes. Les soldats moins aguerris de Kharkiv ont dû se retirer à l'improviste, laissant dans leur fuite ce précieux matériel. Des photos de ces chars, des munitions ont été diffusées par l'armée ukrainienne sur les réseaux sociaux. Les soldats ukrainiens n'hésitant pas aussi à blaguer sur ces arsenaux laissés sur place. Exemple avec le ministère de la Défense ukrainien qui va même publier certaines de ces vidéos accompagnées de ce petit texte que je vous lis. La Russie tente de maintenir son statut de plus grand fournisseur d'équipements militaires pour l'armée ukrainienne et même d'améliorer son statut, sachant que le Lend-Lease entrera bientôt en vigueur. Le Lend-Lease, c'est le système qui permet aux Américains d'envoyer plus facilement des armes en Ukraine. Ça va démarrer rapidement. En tout cas, regardez cette vidéo.
précise que c'est l'armée ukrainienne qui habille à chaque fois ces images, notamment, je ne sais plus qui disait, les bancs de montage fonctionnent à merveille. Ils ont une belle production, oui, c'est une belle production. Et les photos de munitions d'armes russes, dont vous en avez parlé, pullulent sur le net, Sylvia. Oui, effectivement, on peut en voir beaucoup. Un exemple aussi avec ces autres drones russes qui ont été laissés comme ça, abandonnés avec tous leurs accessoires, toute leur documentation. Il ne reste plus qu'à prendre et à regarder comment ça se passe. Des habitants des villages libérés parlent de soldats qui sont repartis à vélo, essayant de se faire passer pour des locaux. Les pertes en véhicules sont très importantes. Selon un expert indépendant, 102 véhicules de combat ont été abandonnés pour la seule journée du 11 septembre. Et si on regarde ce que dit le bloc Oryx, considéré comme plutôt très sérieux, 1500 véhicules et autres équipements ont été neutralisés depuis le 7 septembre. Alors la question, c'est celle-ci. Est-ce que cela va avoir un impact pour la Russie? Oui, en tout cas en termes d'image, mais en tout cas ça ne les empêchera pas de combattre pendant encore plusieurs années parce que les Russes disposeraient encore de milliers de véhicules de combat. Merci beaucoup, Sylvia. Volodymyr Pozelski, il y a une véritable guerre de la communication des images, on l'a dit, avec notamment cet effet de superproduction ukrainienne qui habille. On le voit depuis ce matin, quand c'est pas ça, c'est une autre image de char où on a remis le générique de Benny Hill. Là, vraiment, les Ukrainiens communiquent depuis plusieurs jours et s'en donnent à cœur joint. Oui, effectivement. Mais cette offensive est de plus en plus remarquable que les troupes ukrainiennes étaient moins nombreuses que les troupes russes. Donc il y avait moins de chars, moins de pièces d'artillerie. Et quand même, ils ont gagné cette offensive. Aujourd'hui, sur le terrain, les troupes ukrainiennes sont plus nombreuses que les troupes russes. Non, mais au moment de cette offensive, j'ai vu les chiffres. Après, on n'a pas de chiffres exacts. Mais il y a des chiffres que les troupes ukrainiennes étaient moins nombreuses que les troupes russes dans la région de Kharkiv. Donc, il y avait beaucoup plus de munitions, beaucoup plus d'obus, beaucoup plus d'artillerie. Et on voit les résultats. Donc, ils ont perdu une centaine de chars et une centaine de chars que l'armée ukrainienne s'est procuré, une centaine de chars. Je reviens sur ces films, sur ces vidéos que l'on voit, parce que les images, là aussi, que nous avons sont bien évidemment diffusées et données par les autorités ukrainiennes. Qui fabrique ces montages? Oui, il y avait des officiers de presse, on peut dire, qui filment. Après, il y a des journalistes aussi qui sont là, ou les soldats eux-mêmes qui filment ça, parce que maintenant, on vit au présent, donc il y a beaucoup de vidéos. Et moi aussi, je regardais un petit peu les chaînes. Alors c'est bien, pardon, pour nos téléspectateurs, c'est bien coordonné, parce que pendant des jours et des jours, sur l'offensive, et Kiev l'avait dit justement, blackout total, et là, depuis 2 jours, victoire sur le terrain, et les vannes sont ouvertes. Effectivement, il y a une vraie... les Ukrainiens aussi participent maintenant à cette guerre de communication, ils présentent bien les choses, mais aussi je voudrais juste souligner à un moment, quand même, il ne faut pas oublier aussi le sentiment de la libération, c'est-à-dire les Ukrainiens, surtout les Ukrainiennes qui sont des régions libérées, ils vivent vraiment le sentiment qui est proche de celui de la libération pour les Français au moment de la libération. Donc il y a vraiment une joie. Mais bon, on reste, évidemment, la guerre n'est pas terminée. Tout le monde pense que peut-être on est au tournant, mais on est très loin de la fin de cette guerre. Prudence aussi. Oui, d'ailleurs, il y a le 7 septembre, le chef de l'état-major ukrainien Zaloujny a publié un article qui s'appelle « Les perspectives de la campagne militaire ukrainienne en 2023 ». Il dit que la guerre va continuer, même si l'Ukraine récupère la Crimée, la guerre va continuer en 2023, parce qu'en insinuant qu'il faut que Poutine parte au minimum pour finir la guerre. Après, il constate que ce déséquilibre de rapport de force entre l'armée ukrainienne et l'armée russe va persister. Par exemple, il cite que les Russes peuvent tirer sur 2000 km avec leurs missiles de croisière, les Ukrainiens sur 100 km. Et après, il dit comment répondre à cela, comment parier ce déséquilibre de force. Il dit qu'il faut que l'Ukraine puisse organiser des offensives consécutives ou simultanées, en idéal. Donc il a dit ça le 7 septembre. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une parfaite illustration de ce que peuvent faire les Ukrainiens avec le minimum de force. Et après, pour finir... le minimum de force, j'ai pas l'impression... On va y revenir dans quelques instants, parce que le minimum de force, j'ai quand même le sentiment qu'on se demandait pourquoi les Ukrainiens, à juste titre, reprenaient du terrain et pouvaient lancer des contre-offensives. Nul doute, sans être grand clair, que les armes occidentales et surtout américaines sont arrivées sur le terrain. Oui, il y a de fortes chances. Parce qu'on ne voit aucune vidéo, c'est bien fait, du matériel utilisé par les Ukrainiens. Oui, c'est très discret. Ce matin,
l'un des intervenants parlait quand même de matériel d'accompagnement et non pas de les chars eux-mêmes. En fait, il y a du matériel qui a été mis sur quelques images français, par exemple les VAB, véhicules de l'avant blindé, transport de troupes, donc les transports de troupes d'infanterie. Quant aux chars, je pense qu'en fait, il n'y a pas de livraison de chars hormis d'origine soviétique. Donc il y a quand même 250 chars livrés par les Polonais quand même il y a quelques semaines. Donc il y a une capacité blindée. Maintenant, effectivement, on ne montre pas ses pertes. Et je dirais qu'aujourd'hui, on voit bien, c'est le débat qui vient d'avoir eu lieu, il y a bien un accompagnement par la guerre informationnelle d'une opération militaire qui a réussi. Effectivement, pendant des jours et des jours, il n'y avait rien comme image, et du jour au lendemain, tous les militaires se lâchent avec sur les réseaux sociaux avec plein d'images. Ça accentue finalement la victoire ukrainienne sur les Russes, et c'est redoutable. Maintenant, qui fait ça ? Il y a quand même plusieurs sources. Pourtant, à la base, sous votre contrôle, c'était une stratégie russe. Ça a été incorporé dans la stratégie russe. La guerre de l'information, la guerre aujourd'hui sur le terrain et que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Alors je dirais qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on attribuait comme efficacité aux Russes mériterait quand même d'être remis en cause. En fait, on ne l'a pas eu dans les opérations militaires proprement dites. On a eu la guerre par les réseaux sociaux sur nos systèmes politiques, ce qui n'est pas tout à fait pareil. La guerre, c'est un peu différent. Nous, ce qu'on fait en opération depuis une somme d'années dans le cadre de l'OTAN, c'est que oui, il y a les cellules de communication qui forment la vidéo, mais à titre de l'information, et non pas de la propagande. On fait des différences. Et après, vous avez les cellules d'opération dites psychologiques, qui sont là pour monter toutes ces vidéos d'influence. Donc c'est pas un simple attaché de presse, c'est pas un simple attaché de presse. La presse, ceux qui traitent les militaires qui traitent, qui gèrent les relations avec la presse, ne font pas de vidéos de propagande. Ils font de l'information, le journaliste fait ce qu'il veut avec. Par contre, tout ce qui est type opération psychologique, il n'y a pas d'intermédiaire. Le but, c'est d'influencer l'adversaire. Et donc là, on fait ces clips vidéo, effectivement, et on l'a fait en Irak, on l'a fait en Afghanistan, on l'a fait, je pense, aussi au Mali. Bon, maintenant, il faut qu'il y ait les organes capables de diffuser ce genre d'informations. Mais c'est bien séparé. Là, on voit bien que là, il y a un certain doute, puisque finalement, là, dans le cas du conflit, on ne voit pas trop la différence entre services de presse, donc les rapports avec les journalistes, guerre informationnelle. Il y a peu d'équipes de journalistes encore sur le terrain. Donc c'est vraiment, il y a très peu aujourd'hui encore d'équipes de journalistes sur le terrain. La ligne de front est grande déjà, fermée. Et surtout depuis le début de la contre-offensive à Kherson et à Kharkiv, là c'était vraiment ça il y avait un blackout. Ce que disait Zelensky. Zelensky l'avait dit de toute façon. Et on ne prend plus de journalistes, et même les journalistes ukrainiens d'ailleurs. D'ailleurs, ce sont les soldats qui filment, parce que le ça a fonctionné. Ce sont les soldats qui ont filmé. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais par contre, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de journalistes du côté ukrainien. Par contre, juste avant le début de l'offensive ukrainienne dans cette région-là de l'Ukraine, tout au nord, il y a eu beaucoup de journalistes russes qui ont été présents sur place. Je parle des journalistes de propagande en quelque sorte. Donc, de ces journalistes-là qui sont présents notamment sur Telegram avec leurs chaînes qui sont extrêmement suivies. Et eux, ils ont été sur place. Et ça nous a surpris en tant que ceux qui analysent un peu cette guerre d'information, qu'ils ont eu peur en quelque sorte. Donc, parce qu'avant, c'est toujours un discours c'est intéressant, mais pour être sûr de bien comprendre, il y avait des journalistes russes au moment de l'offensive ukrainienne. Oui, exactement. Donc ils ont dû filmer alors. Ils ont filmé, oui, bien évidemment. Donc, ils ont filmé quelque chose qui a été diffusé. Puis, donc, ils n'ont pas tout rendu public quand même. Ouais. Mais les textes qui ont été diffusés avec cette offensive, c'était quelque chose d'énorme. Ils disent quoi? Ils disent qu'il y a l'armée qui n'est pas bien organisée. Donc, il y a en fait, avant, ils disaient qu'il n'y a eu pas de panique du tout. Maintenant, ils ont dû admettre qu'il y a certains moments de panique, que ça va très mal pour l'armée russe en ce moment-là. Et qu'en fait, oui, c'est une grande perte pour l'armée russe en quelque sorte. Et ça, ce détour-là, on ne l'a pas vu depuis le début de la guerre avec ces journalistes qui sont tout à fait sous contrôle et sous l'idéologie russe. Donc, ce ne sont pas des journalistes proprement dits qui vont vous dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain ou pas. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est aussi le même discours qu'on a vu maintenant à la télé russe qui prend de l'information aussi de cette chaîne-là. Alors, c'est peut-être un signe. Je vais vous laisser la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on retrouve le colonel Pierre de Jonc. Est-ce que c'est un signe, je parle aux militaires, que les Russes laissent des journalistes sur le terrain et qu'ils n'entrevoient pas la contre-offensive ukrainienne? Ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien vu. Parce que s'ils se doutaient d'une contre-offensive, ils n'auraient pas laissé la presse, même la presse muselée, la presse russe, sur le terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je suis d'accord avec vous. Depuis le début de cette guerre, en fait, cette guerre révèle un amateurisme absolument incroyable de la part de la Russie, qui aujourd'hui fonctionne de façon totalement conventionnelle, alors que les Ukrainiens, aidés par les alliés de l'OTAN, bien évidemment, les Américains principalement, procèdent à une guerre totale, mais une guerre hybride, dans le sens où non seulement leurs matériels sont extrêmement sophistiqués, extrêmement performants. Deuxième point, la qualité du renseignement est absolument exceptionnelle, avec des missiles géolocalisés, avec des GPS, etc. C'est-à-dire que chaque missile qui part va toucher un engin blindé, alors que l'engin blindé russe, il n'a rien, il a son drapeau, il n'a rien. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a un décalage absolument énorme. Et en troisième position, la communication, on voit bien que cette guerre ne sera pas gagnée par les Américains, et ils y veillent bien, mais sera gagnée par les Ukrainiens. Donc il faut que tout le storytelling, comme on dit, soit fait dans le sens où les Ukrainiens vont gagner cette guerre, et non pas les Américains. Et ça, c'est remarquable. Et derrière, on voit, c'est un ultra-professionnalisme. Alors les quelques journalistes russes qui étaient encore sur le front n'ont rien vu, bien évidemment, parce qu'il y a un décalage absolument colossal. Et ce décalage, il est révélé depuis quelques jours seulement. Parce que jusqu'à la semaine dernière, rappelez-vous, à Kherson, on voyait cette offensive patiner, alors qu'en fait, le cœur, l'axe majeur, l'axe stratégique majeur, la pointe d'effort, l'effort ukrainien se faisait dans le nord et se préparait dans le nord. Et ça, c'est un vrai travail de professionnel, une vraie préparation, et là qui matérialise, si vous voulez, comment dire, une espèce de domination technologique absolument incroyable. Et là, les Russes, c'est vraiment la panique, et on le voit bien dans les images, on voit avec ces engins qui ont été abandonnés, ces caisses ouvertes, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la poudre d'escampette. Maintenant, comment va réagir le pouvoir russe? J'imagine que c'est un petit peu la panique et un énorme point d'interrogation sur le Kremlin. Que vont-ils faire maintenant? Vont-ils faire maintenant? C'est la bonne question. On va y revenir dans un instant. Juste, je voulais vous montrer, vous restez avec nous, colonel Pierre de Jong, cette localité de Volchansk. On a parlé de Kupiansk, qui est stratégique, on a parlé de la rivière Donetsk. Général Chovancy, Volchansk, ça se situe quasiment tout à fait au nord. On est à quelques kilomètres de la Russie, une dizaine de kilomètres, dans l'oblast de Kharkiv. Et c'est vrai que c'est important, puisque c'est une localité qui a été libérée par les Ukrainiens récemment. Et Volchansk, tout au début de la guerre, cette localité, regardez, le drapeau est piétiné, drapeau russe. Cette localité avait été prise par les Russes tout au début, du première semaine, premier mois. Oui, mais là, je crois que c'est la reconquête du terrain. Bon, maintenant, il y a quand même... Et je vais rebondir sur ce qu'a dit le colonel Pierre de Jong, en fait. La question... Ah, vous ne voulez pas parler des images de Volchansk? Je vois pas ce que je peux dire de plus, c'est ça mon problème. Je dis simplement que c'est une ville qui a été reconquise, point, que effectivement le drapeau russe est mis à terre, qu'on remplace ça par le drapeau ukrainien. En revanche, alors je vais rebondir, pas sur ce que je voulais dire, mais sur autre chose, c'est qu'en fait, il faut bien montrer par les images que ce sont les Ukrainiens qui font la reconquête de leur territoire. Et ça, c'est vraiment les enseignements des conflits récents que nous avons eus en Afghanistan, sinon en Irak, où il faut bien montrer que l'armée nationale, dans son objectif de reconquête, quel qu'il soit, ce soit bien elle qui est en charge de l'ensemble, même s'il y a une aide étrangère. L'aide étrangère ne doit pas être visible. Et là, tous les savoir-faire, tous les équipements, tout ce qui est donné aux Ukrainiens, tous les Occidentaux, on ne les voit pas. Par contre, on voit que le drapeau ukrainien, on voit que des soldats ukrainiens pour bien montrer que la reconquête, elle est ukrainienne, même si une assistance extérieure. On va justement, avec vous, décrypter ces images que vous voyez justement. À Volchansk, ce qu'il faut dire, c'est vraiment à la frontière, c'est au nord, à la frontière avec la Russie. Donc ce qui était intéressant, quand même, il avait une résistance à Kupiansk. Oui. Si vous voulez, de la frontière russo-ukrainienne jusqu'à Izium, c'est à peu près 150 km. Donc les Ukrainiens ils sont partis vers Kupiansk en haut et vers Izium. Et au moment quand l'Izium, l'armée russe a dit qu'il fallait en retrait, ils sont fuis. Et finalement, tout le nord de la région de Kharkiv, à côté, ils ont abandonné. Donc les Russes, ils sont partis 2 jours avant les Ukrainiens. Donc Volchansk, jusqu'à la frontière, c'était complètement lâché par les Russes. Et juste pour finir, pour compléter l'information, moi je suis les chaînes Telegram des journalistes de guerre, experts ukrainiens et russes. Donc c'était vraiment très amusant. Donc les Russes, au début de l'offensive, ils ont diffusé aussi l'information officielle russe qu'il y a des hélicoptères qui viennent avec le soutien logistique, des chars qui vont soutenir qu'on va défendre Kupiansk. Les Ukrainiens ne voulaient pas diffuser l'information. Et à un moment donné, on voit, il y a un décalage énorme. Les Russes commencent à parler. Les experts russes disent, mais c'est pas possible. On abandonne Izium. L'armée russe quitte Izium. On quitte Kupiansk. Et tandis qu'il y avait un décalage énorme entre l'information officielle du ministère de Défense russe et après, finalement, ce qu'ils ont fait les Russes, le ministère de Défense russe, 2 jours après, ils ont changé la carte. Un jour, il y avait une carte
avec la moitié de région de Kharkiv encore sous contrôle russe. Ensuite, sans rien dire, à part cette phrase sur le regroupement, ils ont changé la carte, ils ont marqué qu'il n'y a plus de Russes dans cette région. Donc, après, il était débordé aussi. C'est une autre façon, Magali, de faire de l'information. Il était débordé par la rapidité de l'offensive ukrainienne. Et les journalistes aussi, les propagandistes russes aussi. Ce qui est intéressant avec Volchansk, c'est qu'on voit la carte, on est tout à côté de Belgorod, et Belgorod, c'est vraiment par là que passe tout l'approvisionnement logistique, toutes les lignes logistiques pour approvisionner les troupes russes sur le terrain. Donc quand on voit sur la carte les Ukrainiens progresser ainsi, repousser les Russes, en tous les cas faire fuir les Russes jusqu'à la frontière, aller jusqu'à Izium, Kupiansk, on voit bien que maintenant, il va y avoir un énorme problème pour l'armée russe, c'est comment elle se réorganise. Où est-ce qu'elle réinstalle sa ligne de défense? Je regardais le rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre là, qui fait son point quotidien, qui expliquait que les Russes, aujourd'hui, n'arrivent pas manifestement à se réorganiser tellement, en effet, ils ont été pris par surprise par Avec, cette vous le disiez avancée. tout à l'heure, Magali, des lignes d'approvisionnement qui ont explosé pour la plupart. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point les Ukrainiens sont en train d'essayer d'asphyxier aussi cette armée russe. Sur le terrain, reprendre la main pour l'armée russe, ça va être très, très compliqué en ayant toutes ces villes autour de Kharkiv et tout près de Belgorod qui sont maintenant prises par les Ukrainiens. C'est vrai que Belgorod, le gouverneur a annoncé l'évacuation de certaines localités de Belgorod. Oui. Et on a vu des scènes de panique aussi la semaine dernière, avec notamment des frappes ukrainienne. Des scènes de panique, quelques-unes. Ça fait quand même longtemps qu'on voit à Belgorod et donc dans d'autres localités russes à côté de la frontière qu'il y a des frappes ukrainiennes, qu'il y a aussi des systèmes de la protection aérienne qui fonctionnent même dans la nuit. Donc tout ça, c'est impressionnant pour la population qui pensait que c'était pas la guerre, mais c'était une opération spéciale militaire. Moi, je pense que ce qui est important de dire maintenant, qu'il y a deux choses pour la Russie. Tout d'abord, c'est une perte psychologique colossale parce que c'est pour la première fois que les territoires russes qui ont été sous contrôle de la Russie depuis le début de la guerre, et les territoires importants sont prises, parce que même il y a un mois, il y a eu les membres de l'administration russe sur le terrain qui disaient que la Russie, elle est là pour toujours, qu'il ne faut pas avoir peur. Maintenant, c'est un changement de cap dans les communications qui est absolument énorme. Puis, ce qui est aussi important, c'est le problème militaire qui se pose maintenant à la Russie, car Izium, c'était un nœud extrêmement important ferroviaire, notamment pour approvisionner toute l'armée russe qui est un peu dans la région, et surtout que ça laissait aussi un peu l'opportunité pour la Russie d'aller vers Kharkiv, donc c'est toujours le cible militaire, et peut-être, pourquoi pas, avancer encore à l'aide de la Biélorussie vers Kiev si jamais tout va bien. Maintenant, on voit que pour l'administration russe, pour le gouvernement, c'est une option qui n'est pas du tout, qui est tout à fait exclue en fait. Colonel Pierre de Jonc, une armée en débâcle, une armée qui fuit, qui abandonne son matériel, a priori, ce n'est pas une armée qui pense à se replier et à son approvisionnement. Et ce qu'on se dit là, sur le plateau, mais je voulais savoir si vous partagez ce sentiment, c'est que c'est très compliqué de ne plus avoir de ligne d'approvisionnement. C'est ce qui faisait la force, jusqu'à présent, des troupes russes sur le terrain. Alors, indéniablement, si vous voulez, cette action se fait à plusieurs niveaux. Il y a un niveau tactique sur le terrain, et là, on voit que les Ukrainiens arrivent à avoir momentanément, sur quelques dizaines de kilomètres, un rapport de force favorable, et ils percent. À partir de là, si vous voulez, on pénètre le front, c'est la théorie du Schwerpunkt des Allemands. En fait, dans toutes les guerres, 1870, 1914 et 1939-40, en fait, chaque fois, on perce le front, et à partir de là, on se répartit. Ça, c'est le premier niveau. Et là, aujourd'hui, les Ukrainiens sont totalement dominants grâce à l'armement américain. Mais grâce à l'armement américain également, ils peuvent avoir des actions dans la profondeur. C'est ça le point fort. Aujourd'hui, si vous voulez, l'HIMARS va tirer à 80 km, et si demain il leur livre des missiles, à 300 km. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs Zelensky l'avait réclamé à corps et à cri, aujourd'hui, grâce à l'armement américain, ils ont une action à deux niveaux, une action au premier échelon et une action au deuxième échelon. Et là, c'est très embêtant pour les Russes, car ils n'arrivent pas à se réorganiser, puisqu'en premier échelon, ils sont bousculés, et en deuxième échelon, ils sont bombardés. Et avec des renseignements extrêmement précis, qui fait que dès qu'ils se regroupent, il y a automatiquement des batteries de missiles, des batteries d'obus qui leur tombent sur la tête. Donc aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, je reviens sur la question qui a été posée sur les villes du Nord qui ont été prises. C'est extrêmement significatif. Et on verra dans les semaines qui viennent ce qui va se passer. On peut considérer d'ailleurs aujourd'hui que l'oblast de Lugansk est quasiment reconquis. Donc en fait, les Ukrainiens, dans cette partie de l'Ukraine, vont se retrouver directement sur la frontière avec la Russie. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'on voit on sait que dans toute bataille, dès lors que vous êtes blackboulé, lorsque vous êtes
bouleversé lorsque vous êtes, si vous voulez, quand vous contrôlez plus il est votre front, bien évidemment, on ne peut pas s'arrêter. On est un petit peu en 1950, si vous voulez, dans la guerre d'Indochine, si vous voulez. Alors, je fais des références historiques. Mais si vous voulez, dans le nord du pays, la RC4, lorsque les Vietnamiens nous ont bousculés, on n'a jamais pu récupérer. Et c'est ça le cœur du problème. Aujourd'hui, les Russes n'arrivent pas ou ne vont peut-être pas réussir à se rétablir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de marge de manœuvre. On voit bien sur la carte qu'à partir de Lysychansk, si vous voulez, on est à une encablure de la frontière. Et là, ce serait psychologiquement extrêmement difficile pour les Russes de l'accepter. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dégarni le nord du pays, enfin le nord de l'Ukraine, enfin de la région de Lysychansk, pour les mettre en place dans la région de Kherson, parce que la deuxième étape, ça va être la contre-offensive qui va reprendre dans Kherson et dans le sud en direction de la Crimée. Et ça, pour les Russes, j'imagine que c'est parfaitement inacceptable. Merci Colonel Pierre de Jong. Vous restez avec nous. On va en venir à une information qui nous est donnée par le Moscow Times aujourd'hui, journal indépendant, interdit pour le pouvoir, et qui publie sur son site internet cette information. Vladimir Poutine aurait annulé plusieurs rendez-vous qui étaient prévus en fin de semaine dernière à Sotchi. Des réunions auxquelles devaient participer notamment la direction du département de la Défense, les représentants de l'industrie de l'armement. Décision toujours selon le journal prise au lendemain, Denis Revkov, de cette pire défaite de son armée dans la région de Kharkiv. Et on dit que Vladimir Poutine est très remonté, si bien que Magali, vous nous le disiez, il y a des limogeages, comme notamment ce général Bernikov. Oui, absolument. Roman Bernikov, c'était le général russe qui, justement, s'occupait de cette zone en Ukraine. Et justement, on lui fait porter le chapeau de cette contre-offensive qu'il n'a pas réussi à enrayer. Et le Kremlin, donc, annonce son limogeage. D'après les renseignements ukrainiens, ce général est donc limogé 2 semaines après avoir été nommé, parce qu'il avait été nommé fin août par Vladimir Poutine. Bernikov, c'est pas n'importe qui, parce que c'est celui qui dirigeait le corps expéditionnaire russe en Syrie. Donc il avait été nommé là, donc le 26 août, c'est ce que nous rapportent les renseignements ukrainiens. Et d'après ces sources-là, il aurait donc été limogé aujourd'hui, justement, pour trouver un fusible, pour trouver un responsable. Comment expliquer cette déroute de l'armée russe dans l'est du pays? Eh bien, on voit bien que le Kremlin essaierait de trouver des coupables. Il y a une volonté de se dédouaner, de dire c'est pas moi, en annulant ces réunions de la part de Vladimir Poutine. Ça fait un peu partie de la stratégie russe depuis le début de la guerre, même bien avant. Donc si jamais il y a quelque chose qui passe mal sur le terrain, il faut que quelqu'un soit responsable pour ça, il faut que quelqu'un réponde, quelqu'un qui soit limogé, quelqu'un qui même aille en prison. Donc tout ça, c'est pas nouveau en quelque sorte. Est-ce qu'on a vu un nombre de limogeages absolument énorme après la fin de cette contre-offensive ukrainienne? Non, je dirais pas, parce que quand même tous les généraux clés de l'armée russe qui ont été là depuis un peu le début de cette offensive russe en février 2022, ils ont été déjà remplacés dans sa majorité. Donc déjà, on a eu des changements assez importants de la direction. Maintenant, Poutine, il n'a pas trop de choix en quelque sorte. Donc si vous voulez, on peut bien limoger des généraux, on peut bien limoger des officiers. Par contre, où est-ce qu'on peut en trouver de nouveau? Ça, c'est une vraie question. Par rapport à cette réunion dont parlait Moscow Times. Il y en aurait plusieurs, des réunions, parce qu'il y avait avec des militaires et avec des représentants de l'industrie de la défense. Si on parle de cette réunion qui a dû avoir lieu à Sotchi, déjà c'était une réunion annuelle qui se tient normalement au mois de mai à Sotchi. Donc c'est une rencontre annuelle, si vous voulez, juste de parler de la défense, parler de la production des armes. Donc, et puis en mois de mai, avec tout ce qui se passait en Ukraine, je vous rappelle ici qu'il n'y a pas eu de grand succès avant le 9 mai, qui ont été tant annoncés, tant entendus par les directions russes. Donc là, c'était déjà reporté jusqu'au mois de septembre. Maintenant, c'est tout à fait annulé. Donc, selon le Kremlin, on dit qu'ils vont avoir lieu, mais plus tard. Donc, ça nous montre qu'effectivement, Poutine n'a pas d'intérêt maintenant de parler de manière ouverte, de manière publique, avec des différents producteurs des armes ou avec des différentes personnes publiques dans son armée. Toute la communication entre lui et l'armée va passer plutôt pendant les réunions dont on ne veut pas se voir même qu'elles ont eu lieu. Donc la guerre de communication qui a bien eu lieu à Sotchi chaque mois de mai, pardon. Maintenant, il y a ailleurs. Donc, moi, j'explique ça comme ça. Son porte-parole a dit plus tard. Il a dit exactement la phrase à droite sur la page de l'agenda de Vladimir Poutine. Je voudrais qu'on revienne sur une photo
On va essayer de la décrypter tous ensemble. Regardez, c'était la semaine dernière. Vladimir Poutine, il s'agissait d'opérations conjointes militaires, d'exercices avec une douzaine de pays, notamment la Chine. Est-ce que, et on Pierre de Jonc, mais on va commencer par vous, Général, est-ce que cette photo, c'est devenu un collector? C'était une fois, ce sera plus. On sent pas trop la joie quand même, hein, mais bon, c'est la photo. Et encore là, ça n'allait pas si mal. Voilà. Surtout Gerasimov. Il y avait d'autres images quand même qui ont montré une complicité affichée. Oui, il y avait un petit sourire. Voilà. Enfin, le sourire, c'est ce qu'on disait, on n'aurait pas aimé l'avoir. Oui, mais à la limite, il existait. Il y a d'autres moments où on n'avait rien du tout. Donc voilà, il y avait une certaine complicité qui était apparue. Maintenant, il faut quand même voir qu'on a un chef d'état-major des armées, le général Gerasimov, qui sort une fois de temps en temps. À un moment, on a dit qu'il avait été disparu, il est sorti. On peut se demander quand même quel est son degré de responsabilité. Et puis je crois que la question qu'on peut poser là, c'est qui le chef ? Pour reprendre une parole connue, c'est qui le chef ? Là, on a bien l'impression que c'est quand même Poutine le chef. Et le problème, c'est qu'il y a un moment où le pouvoir politique, quand il s'engage dans un conflit armé, doit laisser la place aux militaires pour qu'ils assument toutes leurs responsabilités du succès ou de la défaite. Et là, cette confusion des genres, à mon avis, va peut-être amener une fragilité de Vladimir Poutine, puisque, d'accord, il limoge pour se dédouaner. Il vient de limogeage général, ça lui donne bonne conscience, mais néanmoins, depuis des semaines et des semaines, on dit que c'est quand même Poutine qui dirige les opérations d'une manière ou d'une autre. Donc, on est bien dans cette situation où chacun doit faire son boulot, en quelque sorte, et que là, Poutine, qui a voulu s'immiscer, n'étant pas un militaire, dans un conflit armé, il ne peut pas ne pas s'étonner que finalement, ça ne marche pas bien, puisque, je reprendrai une image. Rappelez-vous, 1943-44, un certain Hitler, qui dirigeait les généraux de son état-major et avec les résultats que ça a donné. Ça a été le début de la fin. Voilà, donc je dirais que j'ai une analogie qui n'est peut-être pas exactement bonne, mais quand même, quand le chef politique commence à s'immiscer dans les questions militaires alors qu'il n'en a pas les compétences, on finit par avoir des catastrophes. Et là, il va peut-être que Poutine va être obligé de payer cette catastrophe d'une manière ou d'une autre. Pour Hitler, en plus, il avait provoqué autre chose, c'est une forme de révolte de ses généraux. Justement. Qui avaient, alors on ne sait pas si l'histoire se répétera, mais attenté à la vie du Führer. Est-ce qu'il pourrait y avoir une révolte, Pierre de Jonc, concernant justement ces généraux de Vladimir Poutine ? C'est pas impensable du tout. L'histoire a prouvé, si vous voulez, que dans les armées en défaite, les armées en déroute, très souvent, le pouvoir politique ou le pouvoir militaire s'assure des rênes du pouvoir. C'est pas impensable. Mais cette photo est extraordinaire parce que elle reflète, si vous voulez, la double problématique. La première, ces manœuvres ont eu lieu avec des Chinois, et je pense que si les Russes ont une vraie difficulté, si vous voulez, en Ukraine. Le problème qu'ils vont avoir, c'est sur leurs arrières, c'est avec les Chinois, qui n'attendent que ça globalement pour globalement, alors comment dire ça, pour pas conquérir, mais pour prendre des parts de marché, si vous voulez, dans l'Est russe. Et puis la deuxième, si vous voulez, c'est qu'on peut virer tous les généraux qu'on veut. Le vrai problème, ce sont les hommes. Et on voit bien que, on le voit plusieurs semaines sur vos reportages, c'est qu'en fait, c'est une armée qui est abandonnée. C'est une armée qui s'est clochardisée au fil des semaines, qui a peu de résultats, qui n'a pas de résultats, qui vit mal, qui est mal payée, qui est mal recrutée, recrute même des prisonniers ou des gens malades. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. À côté de ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une armée ukrainienne, on le voit dans vos reportages, une armée ukrainienne qui est en tenue, qui a de la langue, qui a le moral, qui s'amuse. Et donc, on voit bien qu'il y a un décalage qui est colossal. Et ce décalage, il s'exprime par l'image de façon extrêmement importante. Et ça démontre une fois de plus que les Russes sont coincés entre une espèce d'enclume chinoise et de l'autre côté avec un marteau pilon, je dirais, américain, alors par ukrainien interposé. Et ça, c'est le vrai problème. Se serait-il fait avoir, grand point d'interrogation, et c'est ça le cœur du sujet, qui a manipulé qui? Et quelque part, dans le grand jeu de la géostratégie, de la géopolitique, on voit que les Russes n'ont pas été aussi bons qu'on l'imaginait au départ. Vous restez avec nous, colonel Pierre de Jonc, on se retrouve dans un instant. Vous verrez la télévision russe, on l'a regardée hier pour vous. Le pire n'est jamais loin du Kremlin, surtout quand les ultranationalistes le demandent. Et si Poutine voulait sauver sa tête en frappant encore plus fort, et notamment la population? A tout de suite.